2025 sera-t-il l'année des constructeurs moto chinois? C'est ce qu'on est en droit de penser au regard du développement et des ambitions affichées par les constructeurs de l'empire du milieu, à commencer par Kuji Motor. Kuji Motor, c'est cette nouvelle marque distribuée par Sima, qui distribue notamment les marques Moto Morini, Ryan Enfield, Yunzhong et sa propre marque Mash. Comme beaucoup de constructeurs chinois qui veulent avoir pignon sur rue en Europe, Kuji Motor s'appuie sur des bases solides et des gros volumes. C'est le premier constructeur de motos de 250 cm3 depuis 12 ans en Chine et c'est également le fournisseur des motos officielles dans le pays. Et parmi elles, ces deux trails que vous avez sous les yeux. Premier point notable sur ces machines, c'est que leur moteur, un bicylindre en ligne, est entièrement fabriqué par Kuji Motor. Kuji Motor, en cela, est un motoriste, c'est-à-dire que ce n'est pas une copie, comme on a pu le voir par le passé, de blocs japonais. Sur la 700 que vous avez ici sur ma droite, le bicylindre cube 695 cm3 et il est calé à 180 degrés. Ce calage à 180 degrés, il est un petit peu plus ancien de conception, c'était le calage notamment des anciennes ER6N chez Kawasaki. La 600, à ma gauche, cube L 554 cm3 et elle a un calage à 270 degrés. 270 degrés, c'est vraiment le calage à la mode, si j'ose dire, ces dernières années, qu'on retrouve sur tous les bicylindres en ligne de la production, que ce soit la Yamaha MT-07 et sa sœur routière Tracer. Et c'est également le calage qu'on va retrouver sur une Honda Hornet 750 ou encore une Suzuki GSX 8R. Les machines partagent également le même type de cadre, un treillis tubulaire, de fort belle facture, et c'est d'ailleurs l'occasion de s'intéresser d'un peu plus près à leur degré de finition qui est tout à fait satisfaisant. Les soudures sont correctement réalisées, les tés de fourche sont élégants, les matériaux font sérieux, les ajustements, notamment au niveau des optiques ici, sont très bien réalisés, et vous noterez au passage qu'elle présente à ce sujet deux signatures visuelles différentes, puisque la 600 opte pour une optique un petit peu inspirée de chez KTM avec ces espèces de cornes là qui redescendent, quand la 700 a des optiques, elles, directement inspirées de l'univers Suzuki. Kuji Motor installe également des périphériques qualitatifs sur ses motos, à commencer par les suspensions qui proviennent de chez Marzocchi, fourche inversée, entièrement réglable, mono-amortisseur également réglable. En revanche, il n'est pas monté sur biellette, dommage pour la progressivité. On a également des étriers de frein radio qui proviennent de chez Brembo, 4 pistons, donc du beau matos. Vous avez également des pneus Metzeler Tourance en 19 pouces à l'avant, ça c'est pour le côté trail. Enfin, au niveau électronique, vous avez un ABS Bosch et vous retrouvez également un contrôle de traction qui est désactivable sur la 600, qui ne l'est pas sur la 700. Pourquoi ne l'est-il pas sur la 700? Tout simplement parce que la 700 est d'une génération antérieure. Au niveau des performances, la 600 développe 56 chevaux et 54 Nm, quand la 700 développe 70 chevaux et 70 Nm. Ce sont donc deux motos qui vont demander un bridage pour être compatibles avec les exigences du permis A2. Ce sont deux motos qui bénéficient d'un empattement assez long, 1500 mm sur cette 600, 1510 sur la 700. En termes de hauteur de selle, la 600 sur laquelle je suis assis culmine à 845 mm, quand la 700, bizarrement, elle est annoncée à 825 mm. On touche le sol très facilement sur les deux motos. Pour un pilote qui mesure comme moi 1m75, moi je touche les deux pieds à plat. Alors pas ici, parce que je les ai mises volontairement sur les béquilles centrales pour vous montrer justement que cet accessoire était installé en série. De série également, vous retrouvez des crash bars et un sabot moteur qui, sur la 600, enveloppe davantage le bicylindre, là où il est un petit peu léger, clairement, sur la 700. Sur la 600, vous avez des anti-brouillard qui sont également inclus de série. Les deux motos sont livrées de série en France avec leur pack de bagagerie. Au total, 112 litres de capacité d'emport grâce à des valises et top cases rigides en aluminium. Le seul petit reproche qu'on pourrait faire, c'est au niveau des fixations, des supports qui sont un peu grossiers en tube. Ça mériterait une meilleure intégration, voire une intégration tout court, pourquoi pas dans la coque arrière, ce serait plus élégant. Là, ça dépasse un petit peu. C'est dommage parce que les bagages en elles-mêmes, vous pouvez le voir, elles sont plutôt qualitatives. Elles sont par ailleurs recouvertes à l'intérieur d'un capitonnage qui comprend des poches très pratiques pour ranger correctement ses affaires. Dans le top case, on fait tenir très facilement un casque intégral de gros volume et des affaires. Bref, vous avez de quoi voyager loin, longtemps et confortablement grâce à ce kit bagagerie. Cette SRT 600 SX est au prix de 6 899 €. Pour moins de 7 000 €,
vous avez un trail de 56 chevaux, tout équipé avec un kit bagagerie. Pas mal du tout, non? Même chose pour la 700, qui s'affiche, elle, au prix de 8 249 €. Un trail de 70 chevaux, également bien équipé, à ce prix-là, il n'y en a pas tant que ça hein, quand on fait un panorama de la concurrence que je vous invite à retrouver à la fin de notre essai. Au guidon de la SRT 600 SX, un guidon très relevé qui revient beaucoup vers le buste, assez serré, vous pouvez le voir entre mes mains, qui prodigue une position pas forcément très conventionnelle pour un trail, où on a l'habitude d'avoir les bras davantage écartés. Ici, par exemple, lorsqu'on va vouloir se redresser pour faire dans une optique un peu plus tout-terrain, ce qui est aussi la vocation d'un trail, on va être gêné justement par ce guidon. En revanche, on a une étroitesse de réservoir très intéressante, un réservoir de 20,5 litres qui ménage un bel espace. Il y a des bonnes encoches là sur le côté pour faufiler ses cuisses. Donc on est installé plutôt bien, confortablement, à l'exception tout de même de la selle qui se révèle d'un maintien assez ferme. Ça c'est la même chose sur la 600 que sur la 700. Un confort de selle, on va dire, assez spartiate. C'est dommage hein, parce que cette selle, elle est plutôt bien dessinée, même si je la trouve relativement étroite malgré tout pour une moto de cette stature. Vous avez vu ici un court ceux devant, muni de déflecteurs sur le bas. Ce dispositif non réglable prodigue une protection, vous vous en doutez, limitée. Sur la 700, il est réglable via des molettes sur le devant, donc il faut faire ça à l'arrêt. Et la protection est meilleure. Ici, il faut compter sur une déflexion du buste, la moitié du casque, on va dire selon votre taille. Moi je fais 1m75 et ouais, je suis tout juste à la moitié sur voie rapide. Et ça sera à peu près tout. Vous avez des protège-mains de série, des protège-mains qui sont tenus, vous avez vu ici, par des pièces en métal. C'est du robuste, hein, c'est du costaud. Ça fait vraiment pas cacaille made in China, hein, comme on peut le dire parfois un petit peu trivialement. Idem hein, pour le passage des gaines, là vous avez sous les yeux, vous avez vu, c'est quand même bien rangé, c'est propre, il n'y a rien qui dépasse. Et on retrouve le même soin apporté sur les Komodo, qui sur cette 600 sont plus élégants que sur la 700. Et vous apercevez à cette occasion que le levier de frein, comme le levier d'embrayage, est réglable en écartement. Donc en termes d'ergonomie, c'est plutôt bien vu hein, de la part de QJ Motor. On a les repose-pieds placés dans l'aplomb du buste, donc aucune contrainte au niveau des jambes. Et on note au passage que le caoutchouc justement de ces repose-pieds est démontable dans une optique un petit peu plus tout-terrain, même si on se doute hein, ici qu'on atteindra assez rapidement les limites de la moto qui, malgré sa roue avant en 19 pouces, une roue avant par ailleurs à rayon, à tangentiel, donc tubeless, n'a pas spécialement vocation d'aller faire du franchissement en off-road. On est plus sur un trail de philosophie routière. En témoigne d'ailleurs sa bagagerie installée de série sur les motos livrant en France. C'est une moto qui reçoit par ailleurs des poignées chauffantes ainsi qu'une selle chauffante. C'est quand même assez luxueux. Alors en termes de prise en main, malgré ce guidon assez étroit, on a une moto qui virevolte assez facilement. Même si on ressent une inertie au niveau du train avant, la moto a tendance un tout petit peu à résister à la mise sur langue. Puis dans certaines phases, lorsqu'on est en désaccélération, elle a un petit peu tendance à sous-virer. Ce n'est pas quelque chose de rédhibitoire, c'est simplement que l'équilibre de la moto est un petit peu moins naturel que ce qu'on peut avoir sur des références. La poignée d'accélérateur permet un dosage fin et précis des gaz. Ça là-dessus, c'est une bonne surprise. Il n'y a pas d'à-coup à l'injection, même lorsqu'on enclenche le mode sport, qu'il est possible donc de sélectionner au guidon depuis le Komodo gauche, des Komodo qui, soit dit en passant, sont rétro-éclairés. L'embrayage n'appelle aucune critique particulière. La boîte de vitesse est un petit peu sèche au niveau de la sélection, mais les rapports passent franchement. En revanche, c'est vrai que lorsqu'on veut passer des rapports à la volée, soit en conduite sportive on va dire, soit avec un brin de fainéantise, on ressent que ça accroche un tout petit peu, donc il faut davantage accompagner le mouvement. C'est une moto qui s'apprivoise facilement et c'est une moto qui par ailleurs est confortable de suspension. Il y a un tarage qui privilégie clairement le confort, donc on a une bonne absorption des chocs.
même les successions bosselées avec des chocs rapides. En revanche, eh bien, en conduite un peu plus rapide, un peu plus enlevée, on a davantage de mouvement, un côté un petit peu cheval à bascule, la faute à des transferts de masse qui pourraient être un petit peu plus finement gérés via une hydraulique notamment, davantage fermée sur la fourche. Cette fourche Marzocchi est réglable, de même que l'amortisseur, donc ces traits de caractère dont je vous fais part peuvent potentiellement être résolus. Il y a des réglages ad hoc. Ici, sachez qu'en sortie de caisse, vous avez une moto qui présente un petit peu de mouvement au bénéfice du confort, au détriment, sans grande surprise, d'une rigueur absolue en conduite dynamique. Ça ne veut pas dire pour autant que la SRT 600 n'est pas stable ou qu'elle manque de cohésion, pas du tout, puisque la moto ne présente aucun mouvement de direction suspect, elle garde son cap même avec brio. Alors son moteur, vous l'entendez, il ronronne gentiment. C'est un moteur qui est calé à 270 degrés. 270 degrés, c'est le calage à la mode sur les bicylindres en ligne, là où la 700 est calée à 180 degrés. Et ça lui donne du tempérament, ça lui donne du tonus. Vous voyez là, 50 en troisième, on accélère. Et on a une réactivité immédiate. Pas trop de vibrations, alors je dis pas trop parce qu'il y en a qui se font sentir à partir des mi-régimes, c'est d'ailleurs là où le moteur s'exprime le mieux, mais c'est supportable au cap des 5000. Par contre, lorsqu'on monte davantage dans les tours, aux alentours des 7000, là c'est plus dérangeant, ça chatouille les mains, ça vibre un petit peu sous les fesses, et également dans les repose-pieds. C'est un moteur qui, de par son architecture et ses cotes, affectionne la prise de régime. Ça, on pouvait s'en douter à la lecture de sa fiche technique, et ça se confirme, guidon en main, puisque c'est un moteur qui n'est pas hyper expressif tout en bas, donc dans le premier tiers du contour. En revanche, au cap des 4000, clairement là, hop, on sent qu'on commence à arriver dans sa petite zone de confort. Et de 4 à 6, là on a une belle poussée sur les régimes intermédiaires, bien aidé aussi par une boîte de vitesse avec des rapports assez courts, de façon justement aussi à tonifier les reprises. Alors le revers de la médaille de cet étagement de boîte, c'est qu'on est un petit peu obligé de tricoter du sélecteur en conduite, on va dire, intensive, puisque la moto a tendance à tirer court. La preuve, au niveau du tableau de bord, c'est le même que sur la 700, c'est une grande dalle donc de 7 pouces, TFT, couleur, connectée. En revanche, vous le voyez, l'interface elle est un petit peu chargée, tristounette d'ailleurs dans ses coloris. Pas forcément hyper lisible sur certains caractères, notamment ici l'heure, ou encore totalisateur. Alors, un truc rigolo, c'est que QJ Motor affiche la pression des pneus, donc ça c'est quand même plutôt cool sur une moto de cette catégorie. Mais on a également la température. Vous voyez, mon pneu avant il est à 18 degrés et mon pneu arrière il est à 29 degrés. Ouais, ça fait pas beaucoup, oui, parce que dehors il fait pas super chaud. Donc forcément, les Metzeler Tourance d'origine mettent un petit peu plus de temps à chauffer. Pour autant, on n'a pas eu d'alerte aujourd'hui, malgré des conditions souvent mouillées par endroits. Là, vous avez vu, il y a même de la boue par terre. Au niveau du freinage, des étriers radio Brembo. Sans surprise, il y a donc beaucoup de puissance à gérer, avec un levier qui présente une course morte assez importante. C'est-à-dire que là, vous voyez, quand j'appuie comme ça, hop, le premier centimètre, finalement, c'est un peu le sentiment qui sert à rien. Ça, c'est une caractéristique qu'on retrouve également sur le Roadster SRK 600 RS que nous avons testé lors de notre passage ici à Beaune, siège de la CIMA. Et donc effectivement il y a une course morte là au levier qui donne un côté un peu spongieux au freinage. C'est dommage parce qu'ensuite la puissance arrive et elle est très très convaincante. C'est là aussi on se rend compte que la fourche a tendance à piquer du nez un petit peu trop facilement, à s'avachir en début de course essentiellement. Ça peut se ressentir aussi ici, vous voyez là je fais volontairement exprès, je reprends le frein en courbe. Et on sent que le train avant se rigidifie, que la moto du coup, hop là je refais l'expérience, et la moto elle a tendance à m'embarquer à l'extérieur. Pourquoi ? Ça c'est signe d'un manque de maintien justement. Je peux aussi vous faire une démonstration plus convaincante avec un freinage un peu appuyé, comme ici. Hop, vous voyez là, vous voyez comme elle plonge, et vous avez vu la vitesse aussi à laquelle le train avant est remonté. Il est remonté très très vite, comme poussé par une grosse détente. Et ça, c'est signe d'un amortissement qui mériterait un petit peu d'affinage. Alors qu'en est-il de l'agilité ? Alors tenez, on profite là des petits pointillés là, pour faire comme ce que beaucoup de motards aiment faire, les petits zigzags, histoire de chauffer. On a une moto qui virevolte facilement,
même si bien un petit peu de kilos en moins lui ferait quand même du bien, hein, compte tenu bien de sa cylindrée et de son gabarit. Et encore une fois, lorsqu'on s'amuse là comme ça, l'incliner de gauche à droite, on ressent les caractéristiques du train avant dont je vous ai parlé tout à l'heure. Petite résistance à la mise sur l'angle et un côté un petit peu sous-vireur justement. Là, par exemple, comme ici, j'arrive dans la courbe, je coupe les gaz et là, la moto a tendance à vouloir piquer un petit peu plus du nez que ce que je voudrais. En clair, la direction elle n'est pas complètement neutre. Alors ce moteur, hein, vous l'entendez, il ronronne vraiment très bien. Ça, là, c'est incomparable hein, par rapport à la 700 hein, que nous avons testé également aujourd'hui, qui elle, eh bien, a une sonorité beaucoup moins caverneuse, plus claquante du fait de son calage à 180 degrés. Mais surtout, cette 600, effectivement, là, QJ sont lâchés hein, sur le volume sonore. Alors peut-être aussi que ce phénomène est amplifié acoustiquement, si j'ose dire, par les valises, puisque la valise droite passe au-dessus de l'échappement et peut-être ça offre une sorte de caisse de résonance, on l'a déjà vu hein, sur certaines routières. Et vous entendez, en plus ça claque un petit peu à la coupure, ça claque au rétrogradage. C'est grondant à l'accélération, il y a un bruit d'admission d'air hein, qui s'échappe ici hein, de l'ensemble réservoir admission. Donc non, sincèrement, on a vraiment une bande son très très réussie. Salut le jeune! Ah oui, ils apprécient les QJ Motor hein, dans le coin. Hein. Alors blague à part, on a vraiment une super sonorité. Peut-être simplement un petit peu trop envahissante si vous habitez dans une zone résidentielle et que vous la démarrez à 5h du matin, bon, peut-être que là les voisins vont pas apprécier. Et c'est marrant parce qu'en plus, ce bicylindre, il délivre plusieurs partitions parce que quand on l'entend au démarrage, eh bien il évoque un bicylindre classique en ligne, hein, calé à 270, jusque-là rien d'anormal. Donc une mélodie un petit peu syncopée. Et puis, lorsqu'on accélère, il a des accents presque de V-twin. Donc ça, c'est assez surprenant. Et cette sensation est renforcée justement à l'accélération par les bruits d'admission qui s'échappent ici. Donc c'est un moteur qui, vraiment sur un plan acoustique, est très très séduisant. Alors sur le plan des performances également, puisque ces 56 chevaux sont plutôt énergiques, ils autorisent des bonnes reprises. Il faudra voir en duo fort chargé, mais en tout cas là, ici, dans une zone de plaine, on a eu des relances suffisamment marquées, grâce aussi, je vous l'ai dit, à ces rapports de boîte assez courts. C'est un moteur également très très souple. La preuve en image, là, hop, je me cale en quatrième à 50 km/h, à 3000 tours. Vous voyez, il n'y a pas un KO. On pousse l'expérience, hop, en cinquième, en sixième. Ah oui, on commence à arriver aux limites. Hein. On entend là des petites trépidations, on entend que la mécanique commence à ne plus tourner complètement rond. Mais quand même, pour un bicylindre, 6e à 50, c'est quand même pas mal du tout. Pas de claquement suspect, pas d'à-coup, pas d'injection qui perd le nord. Non, non, non. C'est parfaitement maîtrisé tout ça. Alors ce qui est moins maîtrisé en revanche, c'est l'ABS et le contrôle de traction. L'ABS met un petit peu de temps à réguler. Et c'est la même chose pour l'anti-patinage. Alors c'est vrai aujourd'hui qu'on a eu des conditions de roulage particulièrement humides, donc sans doute que ça a mis en exergue ces caractéristiques, parce que forcément les aides électroniques ont été mises davantage à contribution que là, en ce moment, au moment où je vous parle, où il fait du soleil et sec. Avant de conclure, un petit zoom là sur les prises que vous voyez qui encadrent le cockpit. Parce que ça, c'est quand même un point non négligeable. Vous avez une prise USB-A, une prise USB-C, donc vous pouvez brancher tout type d'appareil électronique. Vous notez au passage que je suis encore en 6e à 50, sans problème. Et vous avez également, sur la 600 uniquement, une prise allume-cigare, donc une 12 volts. C'est quand même plutôt bien comme dotation d'origine, là où certains constructeurs vous vendent en option une prise USB. Là, la moto, finalement, elle est tout inclus. C'est vrai que pour le prix, il n'y a vraiment pas vol. Et je précise, puisqu'on parlait des aides électroniques, de l'ABS et du contrôle de traction, que sur cette 600, ces deux aides sont désactivables grâce à un mode off-road, donc prévu pour les excursions un petit peu plus champêtres, on va dire. Donc ça, c'est une spécificité de cette 600, puisque sur la 700, en revanche, l'antipatinage et l'ABS ne sont pas désactivables. Mais bon, vous l'avez compris, c'est vraiment cette 600 qui nous a tapé dans l'œil, et c'est d'ailleurs elle la principale nouveauté 2025 de QJ Motor, en tout cas dans le segment trail, et c'est une moto qui, clairement, a beaucoup d'atouts dans son jeu.
Que peut-on conclure de ce premier contact avec la gamme Trail de chez QJ Motor et particulièrement cette SRT 600 SX que vous avez sous les yeux et sur laquelle nous nous sommes davantage concentrés. Alors pourquoi nous nous sommes davantage concentrés sur la 600? Je vous l'expliquais en introduction parce que elle est déjà de conception plus moderne, tant au niveau de sa mécanique, mais également de sa présentation, puisque QJ Motor, qui réagit très rapidement, comme souvent chez les constructeurs chinois, a apporté des améliorations stylistiques, ergonomiques. Ils ont également retravaillé le design et ils en proposent également plus sur la 600 que sur la 700. Donc clairement, cette 600, c'est vraiment la nouveauté Trail 2025 de QJ Motor et c'est aussi pour cette raison et par manque de temps également que nous nous sommes concentrés sur cette version. Guidon en main, vous l'avez vu, c'est une moto bien née, qui est agile, plutôt ludique même de prise en main, même si on a remarqué un train avant légèrement sous-vireur. C'est une moto extrêmement confortable de suspension, plus qu'au niveau de sa selle, parce que la selle, clairement, elle manque de moelleux. De même, on peut regretter la protection un peu chiche. Il aurait fallu installer sur cette moto le pare-brise réglable de la 700 qui apporte non seulement plus de protection, mais apporte aussi cette fonctionnalité de réglage qui est somme toute bien pratique. Mais au-delà de ça, vous avez une moto facile, accessible, quelle que soit la taille, mais accessible aussi au niveau du porte-monnaie, à 6 899 €. Au regard de l'équipement et des performances, c'est quand même très bien placé. Et vous avez une moto qui possède de vraies qualités dynamiques. Au niveau du freinage, on a quand même une petite réserve puisque déjà, on a testé deux motos différentes, elles n'avaient pas le même répondant. Une avec un répondant assez spongieux, l'autre avec un répondant plutôt dur, donc une puissance pas évidente à doser. On a remarqué également que lorsqu'on la poussait davantage dans ses retranchements sur des surfaces bosselées avec beaucoup de pression sur l'avant, comme la fourche manque de maintien, la centrale ABS est sollicitée assez rapidement. Or, cette centrale ABS Bosch, elle n'est pas assez réactive à notre goût. Hormis donc ces points à améliorer, et ils sont finalement assez facilement améliorables, eh bien cette SRT 600 SX en donne véritablement pour son argent et remplit justement cette mission de trail routier voyageur. Et nous, ce qui nous fait plaisir, c'est que tout cet équipement, tout ce contenu pour ce prix, va obligatoirement faire réagir les autres constructeurs plus solidement établis sur les marchés, les constructeurs dits historiques, qui forcément regardent d'un œil attentif cette menace chinoise et voient des motos comme cette QJ Motor SRT 600 capables de venir leur tailler des croupières. Est-ce que ça va provoquer un bouleversement du marché? Est-ce que ça va permettre de revenir à des prix qui seraient, selon nous, plus acceptables et plus adaptés aussi au pouvoir d'achat actuel, puisque chacun aujourd'hui à son niveau est quand même confronté à ces problématiques. Et si ce bouleversement se met réellement en branle, ce sera en partie grâce à des motos comme cette QJ Motor SRT 600 SX. Les rivales des SRT 600 SX et SRT 700 SX, on retrouve la Honda NX500 avec son bicylindre en ligne de 471 cm3, 47 chevaux, 196 kg à 7 499 €, une rivale directe de la 600. On peut également inclure la CF Moto 700 MT avec son bi en ligne de 693 cm3, 67 chevaux à 7 099 €. On peut aussi inclure la Honda NC 750X avec son génial coffre réservoir, 745 cm3, 59 chevaux, 8 999 €. La Kawasaki Versys 650 avec son bi en ligne de 649 cm3, 67 chevaux, 8 299 €. La Suzuki V-Strom 650, une valeur sûre, le dernier bicylindre en V de la production de 645 cm3, 71 chevaux à 8 999 €. Et il y a également la Yamaha Tracer 7 avec son bi en ligne, le CP2 de 689 cm3, 74 chevaux à 9 299 €.